Bonjour chers élèves, c'est Pape Moussa Samb, étudiant en littérature comparée à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les mouvements littéraires, plus particulièrement au mouvement le réalisme. Donc, sur cette vidéo, je vous invite à faire un voyage dans le passé pour voir ce que c'est le réalisme, en passant par l'étymologie du mot et revoir le contexte historique avec la révolution de 1848 qui a marqué le courant réaliste, mais aussi la révolution industrielle. Il faut noter au 19e siècle. D'abord, c'est quoi le réalisme? Le réalisme est un mouvement littéraire et pictural qui s'intéresse au réel et à la vraie vie. Ce courant littéraire apparaît au milieu du 19e siècle en réaction à un autre mouvement littéraire qui est le romantisme. Un petit rappel sur le romantisme. Le romantisme, courant artistique et littéraire du début du 19e siècle, dont les écrivains les plus célèbres sont Victor Hugo et Alphonse de Lamartine, qui s'est développé quant à lui en réaction à un autre courant littéraire et en réaction contre l'esthétique classique, mais aussi contre le rationalisme des Lumières. Ce qu'il faut suivre pour comprendre ces œuvres romantiques, c'est son imagination, voire son génie, qui sont des facteurs importants. Et les romantiques mettent en avant l'exaltation des sentiments. Et c'est contre cet excès de sentimentalisme que réagissent les auteurs réalistes. Étymologie du mot réalisme. Le mot réalisme vient du latin je disais que le mot réalisme vient du latin res, rei, qui signifie la chose. Et sur ce, on peut dire que le réalisme, c'est donc le fait de décrire les choses de la vie de tous les jours, particulièrement dans un genre particulier, le genre narratif, qui regroupe le roman et la nouvelle. Il faut aussi comprendre une histoire. Le terme réalisme apparaît pour la première fois en 1850 pour caractériser la peinture de Gustave Courbet. Ce tableau, intitulé Un enterrement à Ornans, a fait polémique à l'époque. Un enterrement à Ornans de Gustave Courbet, à l'époque, a fait une véritable polémique à cause de la représentation tellement brute de la réalité, ce qui n'était pas familier à l'époque. Et ce qui frappe le plus, c'est que c'est un immense tableau, d'autant plus moi, qui mesure 6 mètres. Avec la dimension si immense du tableau qui fait 6,68 m de long et
3,15 m de hauteur, ce qui était à l'époque une révolution par rapport à la peinture, mais aussi le sujet qu'utilise Giscard Courbet n'était pas familier dans ce milieu. Je disais tantôt un enterrement à Orléans qui crée une véritable polémique à cause de la représentation très brute de la réalité, met en scène un enterrement autour d'une fosse et avec des personnages aussi laides, des couleurs si sombres, ce qui était à l'époque quelque chose de nouveau. Et l'immensité du tableau qui mesurait 6,68 m de long et 3,15 m de hauteur était aussi une révolution dans le domaine de la peinture. Et les gens aussi se disaient comment un peintre pouvait-il concentrer un tableau aussi immense et aussi imposant pour peindre un sujet si laid. Donc cela nous fait penser que le mouvement réaliste était d'abord un mouvement pictural avant d'être un mouvement littéraire. Et la littérature réaliste se veut objective et documentée, mais aussi elle s'intéresse aux petits gens et à toutes les classes sociales et aux milieux défavorisés. Concernant le contexte historique, on a la révolution de 1848. En 1848, la monarchie de Louis-Philippe est cessée et c'est la fin d'une règne de 18 ans. Et à la place de cette monarchie, on instaure une république. Quand on dit république, on passe à la liberté, la démocratie, l'égalité aussi. Mais aussi, ce qu'il faut retenir sur la révolution de 1848, cette révolution promettait de réaliser les idéaux romantiques avec un programme politique qui faisait rêver et qui laissait entendre beaucoup d'espoir. Suffrage universel, abolition de la peine de mort et de l'esclavage, droit au travail, école gratuite et liberté de la presse. Et cette révolution s'est soldée par un échec, mais aussi on a la révolution industrielle, car au 19e siècle, le 19e siècle est le siècle de la révolution industrielle avec des progrès techniques, mais aussi le capitalisme avec la bourse, la bourgeoisie de l'argent. Cependant, ces progrès techniques ne riment pas avec un progrès social, car les inégalités se corsent et la prolétarisation accentue les inégalités sociales. Pour revenir sur la révolution de 1848, après l'échec des idéaux romantiques de la révolution 1848, Napoléon Bonaparte est élu président de la République en 1848 et il fait un coup d'État en 1851 et là commence une règne autoritaire et sans fin. Par rapport à notre deuxième point, nous allons voir les principes du réalisme. Et en premier lieu, c'est le fait de faire vrai. Le fait de faire vrai, c'est de représenter le réel le plus fidèlement possible dans son façonnement et dans sa richesse. Mais aussi, les réalistes se proposent d'être un miroir du monde, mais aussi écrire de façon objective qui va à l'encontre de leurs anciens les romantiques, exposer les faits sans juger ou condamner. L'écrivain réaliste prend alors la posture d'un scientifique qui observe le monde et qui en rend compte de manière objective. Par exemple, on a l'écrivain Champfleury
Jean Ferreri écrit dans Le Figaro, je cite, que le romancier ne juge pas, ne condamne pas, n'absout pas, il expose les faits. Donc le réalisme souhaite montrer tous les sujets et toutes les catégories sociales, car c'est un réaliste, tous les sujets sont dignes d'être traités. Il n'y a pas de sujet tabou. Et la littérature ne se limite pas à un certain nombre de sujets, comme le faisaient les romantiques. Aussi, les caractéristiques de l'écriture réaliste. Dans les caractéristiques de l'écriture réaliste, il faut retenir qu'il y a de nombreuses descriptions détaillées, avec un vocabulaire riche et souvent spécialisé. On a l'exemple de Balzac dans le Père Goriot qui ouvre sur une description de la pension Vauquer. Et je cite, la façade de la pension donne sur un jardinet en sorte que la maison tombe sur l'angle droit de la rue Neuve-Sainte-Geneviève où vous la voyez coupée dans sa profondeur, etc. Mais aussi, il y a le cadre spatio-temporel. Qui est ancré dans la réalité. On a l'exemple du roman La Curée de Zola, publié en 1871. Ariste Roujon s'abattit sur Paris au lendemain du 2 décembre. Plus loin, il arrivait de Plassans, une sous-préfecture du Midi, où son père venait enfin de pêcher. Le cadre spatio-temporel permet en quelque sorte de montrer que les réalistes se basent sur la vérité, car ce que les critiques appellent les effets du réel, ils sont. On a par exemple les effets du réel, la date, le lieu et des plats les meubles de l'époque, plats de l'époque et tout ça pour montrer le caractère du vrai. Il y a aussi le fait que le romancier réaliste fait entrer dans son roman toutes les catégories sociales. On a les aristocrates, les bourgeois, mais aussi les paysans comme les ouvriers, pour refléter le mieux la diversité sociale. Il mêle aussi des registres de niveau et de niveau de langue pour nous faire entendre les parlers populaires, le patois ou l'argot. On a l'exemple de Belle Amie de Maupassant où les parents du héros parlaient le patois normand. Dans notre quatrième et dernier point, nous allons voir les auteurs principaux du réalisme. On a en premier lieu Honoré de Balzac qui se propose de faire concurrence à l'état civil, un terme qu'il utilise lui-même. Et il présente la société du 19e siècle, la moitié du 19e siècle dans la comédie humaine 1830-1850, une immense fresque de plus d'une dizaine d'œuvres. Mais aussi on a Stendhal avec Le Rouge et le Noir, publié en 1830, qui présente une esthétique réaliste, comme en témoigne le sous-titre du roman Chronique de 1830. Chronique de 1830 qui montre d'emblée que Stendhal ancre son roman dans la réalité d'une époque. Mais aussi on a Gustave Flaubert avec Le souci du détail, une peinture méticuleuse de la bourgeoisie d'argent
mais aussi l'ancrage spatio-temporel qui nous fait dire que les œuvres comme Madame Bovary, publiée en 1857, et L'éducation sentimentale 1869, peuvent être rattachées au réalisme. Et enfin, nous avons Guy de Maupassant qui s'impose comme maître du réalisme avec des œuvres comme Belle Amie, publiée en 1885, Pierre et Jean en 1887 et Boule de Suif en 1880. Merci ces élèves. Merci ces élèves d'avoir suivi cette vidéo et je pense que le voyage dans le passé vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois.